C'est un handicap encore tabou. Les personnes qui en souffrent grandissent souvent cachées. On les dit folles ou envoûtées. Elles sont tout simplement atteintes d'autisme. C'est un trouble du développement qui altère les interactions sociales et qui plonge les personnes atteintes, comme leur famille aussi, dans l'isolement. Regardez ce reportage en Tunisie. Il est commencé par Antoine Delpierre. À 7 ans, Yacine n'a encore jamais été à l'école. Pour les enfants, autistes comme lui, l'État tunisien ne prévoit rien, pas plus que pour leurs parents. Chaque jour, sa mère, Rim, se lève très tôt le matin pour ramasser des bouteilles en plastique usagées afin de compléter un peu le salaire de son mari. Ramasser les bouteilles en plastique ne nous permet pas de gagner suffisamment d'argent pour couvrir ses besoins. C'est très dur, à tel point qu'on ne peut garantir à notre deuxième enfant sa scolarité. La situation de mon enfant autiste m'empêche d'exercer un autre métier puisque je dois toujours être à ses côtés. Yacine est un enfant très agité et agressif. En Tunisie, des centres spécialisés existent bien, des institutions privées et très coûteuses. Pour cette famille modeste, impossible d'assumer les soins spécifiques dont a besoin Yacine. Pour ses parents, leurs espoirs d'aider leur fils reposent sur Farah, une association créée par un père lui-même confronté à l'absence d'aide de l'État. Actuellement, on a pu intégrer 130 enfants autistes pour aider les parents à surmonter leurs difficultés. C'est une très bonne expérience car les efforts des institutions de l'État étaient insuffisants et du coup on travaille aujourd'hui à coopérer avec eux afin d'atteindre nos objectifs. Ici, les enfants trouvent une oreille qui sait écouter leurs particularités, à l'image de cette psychomotricienne qui travaille pour l'association. Ici, il y a un professeur de sport, un psychiatre et une psychomotricienne. Les enfants sont entourés et orientés et on essaye de créer un équilibre pour eux. On travaille pour leur intégration en faisant 2 séances par semaine à des tarifs très réduits. Des efforts qui reposent pour l'heure sur la bonne volonté de parents et d'associations. D'après l'article 48 de la Constitution tunisienne, il incombe pourtant à l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout citoyen handicapé une pleine intégration dans la société. Quelle prise en charge pour les personnes autistes? Comment soutenir les familles? Pour répondre à vos questions, nous sommes avec le docteur Anna-Corinne Bissouma depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, vous êtes responsable du centre Marguerite T. Bonlé, Institut national de santé publique en Côte d'Ivoire. Je précise que c'est la seule structure publique exclusivement dédiée à l'autisme dans le pays, au diagnostic et à la prise en charge donc, des enfants autistes. Merci d'être avec nous. Alors, on a regardé le reportage, mais beaucoup de personnes ont du mal souvent à définir et donc à diagnostiquer l'autisme. Concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi c'est dû ? Alors, l'autisme est aujourd'hui considéré comme étant un trouble du développement à base neurologique. En fait, c'est une particularité du fonctionnement du cerveau qui a un impact sur les compétences, la psychologie, le développement des capacités de l'enfant. Est-ce que souvent on parle de troubles du spectre autistique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors en fait, les classifications ont changé avec le temps. Il y a quelques années, on parlait de troubles envahissants du développement. Depuis 2013, on parle de troubles du spectre autistique parce qu'on s'est rendu compte que, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a une grande variabilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 000 enfants avec autisme, vous aurez des manifestations assez différentes avec des niveaux d'intelligence différents et puis une sévérité même des troubles, une gravité de l'autisme qui est différente. Alors on va tout de suite prendre une question de téléspectateurs à Abidjan. Je voudrais savoir comment se transmet l'autisme et quelles sont les précautions pour l'éviter. Voilà, comment se transmet l'autisme, demande-t-il, et quelles sont les précautions pour l'éviter? Alors scientifiquement, il y a quelques formes d'autisme qui se transmettent génétiquement. En fait, il y a des familles où on va retrouver plusieurs cas d'autisme, mais pour la grande majorité des patients, il n'y a pas véritablement de facteur. On ne peut pas savoir, quand une femme est enceinte, on ne peut pas savoir si son bébé sera autiste ou non. C'est dans le développement de l'enfant qu'on s'en rend compte.
Est-ce que ce monsieur parle de transmettre l'autisme? Est-ce qu'il s'agit d'une maladie qui pourrait se transmettre ou d'un handicap? Alors, l'autisme, quand ça a été découvert au début, on considérait que c'était une maladie et que c'était une maladie psychiatrique de l'enfant. Mais depuis quelques années, l'autisme n'est plus une maladie, c'est un handicap. C'est-à-dire que c'est une façon de fonctionner, une façon de voir le monde qui fait que l'enfant n'est pas très adapté. Donc, quand on arrive à lui apporter la bonne aide, en fait, il peut compenser cet handicap-là et puis mener une vie normale. On va tout de suite prendre une autre question de téléspectatrice, toujours à Abidjan. Docteur, je veux savoir comment les parents de ces enfants malades doivent faire pour que leurs enfants soient guéris définitivement de cette maladie. Voilà, maladie, handicap, comment faire en tout cas pour stabiliser les enfants? Alors justement, on ne parle pas de guérison, on parle de stabilisation. Il faut, ou d'amélioration ou d'adaptation, il faut des soins qui sont coordonnés, c'est-à-dire qu'il faut des soins psychiatriques et psychologiques, il faut des soins pédagogiques, il faut une aide pédagogique adaptée, il faut des soins éducatifs. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place pour que l'enfant puisse se développer et puis arriver à avoir le comportement le plus adapté possible. Concrètement, est-ce que ce sont des enfants qui un jour pourront devenir autonomes, par exemple? Cela dépend de la sévérité de l'autisme. Vous avez, quand l'autisme est très sévère, c'est des enfants qui sont très repliés sur eux-mêmes et là, c'est assez difficile. Mais quand vous avez un autisme léger, en général, l'enfant arrive à aller à l'école. J'ai eu récemment un jeune adulte de plus de 20 ans qui a fait ses études et qui finalement, c'est à 22 ans qu'on pose le diagnostic d'autisme. Il a une profession, mais il est en difficulté sociale, difficulté d'adaptation. Peut-être une question pour les parents qui se posent, qui ont des doutes pour leurs enfants. À quel moment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut poser des doutes et qu'est-ce qu'il faut faire si on a des doutes? Alors, quand vous avez un bébé qui ne réagit pas à l'appel de son nom, quand vous avez un bébé qui ne vous regarde pas, qui ne se retourne pas quand il entend par exemple la voix de sa mère, il ne se retourne pas, mais qui réagit uniquement à la musique. Quand vous avez un bébé qui peut rester silencieux longtemps dans le lit sans jamais manifester sa présence et qui va jouer avec les doigts un peu comme ça devant les yeux, ce sont des signes, c'est des signes d'inquiétude en fait. Il faut tout de suite consulter le pédiatre pour un enfant qui n'utilise pas la parole, pour un enfant qui ne réagit pas à la présence de ses parents. Voilà. Plus c'est pris en charge tôt et plus les enfants peuvent être stabilisés et plus on peut éviter les crises, parce qu'on parle aussi beaucoup des crises qui peuvent être violentes chez certains enfants autistes. Alors, les crises qui sont violentes chez l'enfant autiste, elles sont généralement dues à une incompréhension de l'environnement. Ça peut être dû à des troubles de la sensorialité. Vous voyez, les enfants avec autisme, ils vont percevoir de façon différente les lumières, les sons, le mouvement même. Voilà. Et lorsque Pardonnez-moi, il nous reste peu de temps. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ou prévenir les crises? Prévenir les crises, c'est d'abord réfléchir à ce qui cause la crise et puis essayer de protéger l'enfant, par exemple, quand c'est une sensation qui est désagréable et qui provoque la crise. Mais toujours prévenir. Il faut mettre des rituels et prévenir, et cela stabilise beaucoup les enfants aussi. Mettre des rituels. Mettre des rituels pour aider les enfants à se repérer dans leur environnement. Merci beaucoup, Dr Anna-Corinne Bissouma, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, psychiatre, pédopsychiatre, responsable du centre Marguerite T. Bonlé, Institut national de santé publique en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.